Le quatrième dossier, c'est l'histoire d'un jeune homme de 30 ans qui consulte pour des douleurs abdominales, qui a une pesanteur dans l'hypocondre gauche depuis environ une semaine. Décrivez votre examen clinique en détaillant la palpation abdominale. Donc l'examen clinique, ça c'est des questions générales qu'on peut vous poser pour le CN, qui sont difficiles puisque ça peut partir dans tous les sens. Gardez quand même quelques grandes lignes comme la recherche de signes généraux, fièvre, sueur nocturne, asthénie, amaigrissement, etc. Chez ce patient, particulièrement des signes fonctionnels digestifs, puisqu'il a des douleurs abdominales, est-ce qu'il a des nausées, des vomissements, des diarrhées, une constipation? Et bien sûr, comme pour tous les patients, ses antécédents familiaux, personnels. On détaillera également son mode de vie. Est-ce qu'il a fait des voyages dans des zones tropicales? Quelle est sa sexualité? Est-ce qu'il y a eu des contages infectieux? Quelle est sa profession, etc. À l'examen clinique, on prend les constantes, comme pour tous les patients, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation, le poids, la taille. La palpation abdominale cadran par cadran, en insistant donc sur l'hypocondre gauche à la recherche d'une splénomégalie. Et là, il fallait préciser un petit peu comment on palpe l'abdomen à la recherche d'une splénomégalie. C'est l'occasion de le rappeler. Le médecin doit se placer donc à la droite du patient, non pas à la gauche, bien que la rate soit à gauche. Et on palpe la rate du bout avec la pulpe des doigts en demandant au patient d'inspirer profondément. Lors de l'inspiration profonde, le diaphragme descend et la rate descend avec. Et donc vous sentez venir sur la pulpe de vos doigts le rebord inférieur de la rate. Par ailleurs, il était intéressant de rechercher un syndrome anémique puisque vous étiez un petit peu orienté avec cette pesanteur de l'hypocondre gauche vers une splénomégalie qui peut être associée à une anémie hémolytique et donc il était de bon ton de voir si le patient avait une pâleur, un ictère cutanéo-muqueux, une dyspnée d'effort, etc. Vous retrouvez à l'examen uniquement une splénomégalie à 3 travers de doigts. Quelles sont les étiologies que vous devez rechercher? Donc les étiologies de splénomégalie, ce n'est pas une question très facile puisque ce n'est pas une situation clinique très fréquente. En gros, vous devez absolument retenir les hypertensions portales, qu'elles soient liées à une cirrhose ou à d'autres causes d'hypertension portale, et qui sont largement les causes les plus fréquentes de splénomégalie, en tout cas dans nos contrées. Une anémie hémolytique chronique, puisque les globules rouges détruits en excès vont être phagocytés par les macrophages de la rate, ce qui est responsable d'une splénomégalie. Donc on peut voir ça chez les patients qui ont une thalassémie ou un déficit en G6PD ou des anémies hémolytiques chroniques, quelles qu'elles soient. Il faut toujours se poser la question d'une étiologie infectieuse, en particulier une mononucléose infectieuse, une infection VIH, des infections parasitaires ou bactériennes, mais qui sont là quand même beaucoup plus rares. Et dans un contexte clinique plus évocateur, une endocardite par exemple, il y aura une fièvre au long cours, une tuberculose, une altération de l'état général, etc. Les maladies auto-immunes comme le lupus peuvent donner des splénomégalies, mais c'est quand même là encore des raretés. Et puis on en vient bien sûr... bien sûr à ce qui est pour nous hématologues le vif du sujet, c'est-à-dire les hémopathies, qu'elles soient myéloïdes, la leucémie myéloïde chronique, la maladie de Vaquez, la thrombocytémie essentielle, en général donc les syndromes myéloprolifératifs ou les leucémies aiguës, et les hémopathies lymphoïdes comme le lymphome du manteau, le lymphome de la zone marginale, le lymphome folliculaire, bref, tous les lymphomes peuvent donner des splénomégalies par envahissement splénique. Et puis il y a encore des raretés que vous n'êtes pas obligé de retenir, comme la maladie de Gaucher ou l'amylose, mais qui ne me semblent pas forcément indispensables à retenir pour votre CN. Quels examens complémentaires allez donc vous demander en première intention? Il faut absolument réaliser une numération formule sanguine à la recherche d'un syndrome myéloprolifératif, en précisant bien sur la demande de la numération le contexte clinique de splénomégalie. Un bilan hépatique complet à la recherche de stigmates d'une hépatopathie chronique qui pourrait expliquer une hypertension portale, qui pourrait expliquer cette splénomégalie. Et puis un bilan d'hémolyse de débrouillage, on ne sait jamais, le patient a peut-être une hémolyse chronique qui passe inaperçue puisqu'elle est compensée par la production d'érythroblastes par la moelle. Et donc, je vous conseille de doser les LDH, la bilirubine, l'aptoglobine, bilan classique d'hémolyse. Alors la numération montre 194 000 leucocytes,
dont essentiellement des polynucléaires neutrophiles, mais également des myéloblastes, des promyélocytes, des blastes, des érythroblastes, et puis à noter aussi donc, des éosinophiles en nombre assez élevé, des basophiles en nombre assez élevé, ce qui est quand même une situation extrêmement rare, pas d'excès de lymphocytes. Quel diagnostic évoquez-vous? Donc cette numération montre une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile avec une myélémie. Donc vous ne devez pas évoquer le diagnostic de leucémie aiguë myéloïde en voyant 9% de myéloblastes, puisque ce n'est pas 9% de myéloblastes et rien d'autre, c'est 9% de myéloblastes et toute la maturation qui suit en respectant la différenciation, c'est-à-dire il y a plus de promyélocytes que de myéloblastes, et puis il y a même quelques blastes indifférenciés qui sont en nombre inférieur aux promyéloblastes. Par ailleurs, donc, ce qui est notable chez ce patient, comme je vous l'ai dit, c'est la basophilie. Il n'y a pas beaucoup de maladies qui donnent une augmentation des basophiles, et en particulier les syndromes myéloprolifératifs et surtout la leucémie myéloïde chronique donnent des basophilies. Et puis, à noter, une thrombopénie modérée. Le mécanisme de cette thrombopénie, ça peut être soit... c'est probablement la splénomégalie qui séquestre une partie des plaquettes au niveau du parenchyme splénique. Et devant donc, cette association, cette numération avec la splénomégalie, il y a un seul diagnostic qui peut être évoqué, c'est la leucémie myéloïde chronique. La cinquième question, quel est l'examen qui confirme le diagnostic évoqué? Quel autre examen allez-vous demander et pourquoi? Et donner les grandes lignes de la physiopathologie de cette maladie. Donc l'examen qui confirme le diagnostic de leucémie myéloïde chronique, c'est la recherche de l'anomalie cytogénétique pathognomonique de la leucémie myéloïde chronique. Pas pathognomonique, puisqu'on peut voir cette anomalie également dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, mais enfin, c'est quand même c'est un tout autre contexte. Et donc c'est la mise en évidence de la translocation réciproque équilibrée entre le chromosome 9 et le chromosome 22 que vous voyez sur cette iconographie. Le chromosome 9 échange un morceau de son chromosome avec le chromosome 22, ce qui donne un chromosome de plus petite taille qu'on a appelé le chromosome Philadelphie, puisque c'est à Philadelphie qu'il a été mis en évidence. Et ce chromosome Philadelphie comporte la fusion de deux gènes, le gène BCR pour Breakpoint Cluster Region et le gène Abelson qui est une tyrosine kinase. Et ce gène de fusion BCR-Abelson est responsable de l'intégralité de la maladie puisque quand dans des modèles murins, il est capable de reproduire totalement la leucémie myéloïde chronique. Donc cette anomalie, vous pouvez la mettre en évidence par une analyse cytogénétique, soit sur le sang circulant, soit sur la moelle. Vous devrez de toute façon le faire sur la moelle, puisque c'est sur cette analyse-là que sera évaluée plus tard la réponse au traitement. Par ailleurs, vous pouvez la rechercher et vous devez la rechercher en biologie moléculaire, c'est-à-dire en faisant une PCR avec une amorce qui est sur le gène BCR, une amorce qui est sur le gène Abelson et l'amplification de ce produit par la PCR de façon quantitative vous confirmera la présence du transcrit de fusion. Donc la leucémie myéloïde chronique, c'est un syndrome myéloprolifératif. Il y a 4 syndromes myéloprolifératifs, leucémie myéloïde chronique, thrombocytémie essentielle, splénomégalie myéloïde et maladie de Vaquez. La translocation 9-22, comme je vous le disais, est quasiment pathognomonique. Elle est responsable de l'hyperprolifération des progéniteurs granuleux et donc de la présence d'un excès de polynucléaires neutrophiles dans le sang. L'évolution de la maladie, son histoire naturelle est très péjorative puisque 100% des leucémies myéloïdes chroniques se transforment en leucémie aiguë myéloïde ou en leucémie aiguë lymphoblastique à 3 à 5 ans. Cette transformation en leucémie aiguë myéloïde ou en leucémie aiguë lymphoblastique est tout le temps précédée d'une phase dite d'accélération où le pourcentage de blastes médulaires augmente et où les cytopénies s'aggravent. Le point de départ de la LMC est-il central ou périphérique? Donc, la leucémie myéloïde chronique est une maladie de la cellule souche hématopoïétique. Donc, bien sûr, la cellule souche hématopoïétique réside dans la moelle osseuse et donc c'est un point de départ central.
Faut-il faire un bilan d'extension type scanner thoraco-abdominopelvien pour rechercher des adénopathies? Alors, normalement, la leucémie myéloïde chronique ne donne pas d'adénopathie. Si vous avez un patient qui a une leucémie myéloïde chronique et des adénopathies, il faudra aller explorer ces adénopathies pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'une transformation en leucémie aiguë au niveau de ces adénopathies. Mais s'il n'y a pas d'adénopathie palpable, il n'y a aucune indication à faire un bilan d'imagerie puisque la leucémie myéloïde chronique est une maladie uniquement médulaire et sanguine et ne se localise pas dans les organes lymphoïdes. Sixième question, quel score pronostic est utilisé dans cette maladie et sur quels critères repose-t-il? Alors ça, c'est une histoire amusante puisque ce score de Sokal, qui a été établi avant l'avènement des nouveaux traitements de la leucémie myéloïde chronique, qu'on verra plus tard, est encore valable avec ces traitements tout à fait révolutionnaires. Le score de Sokal repose sur le pourcentage de blastes médulaires, le taux de plaquettes, plus la thrombopénie est profonde, moins le score est bon, la taille de la rate et l'âge du patient. La question 7 était, je vous demandais d'énumérer les complications possibles de cette maladie. La principale complication de la leucémie myéloïde chronique, c'est la transformation en leucémie aiguë myéloïde, qui passe donc par une phase d'accélération. Et puis, comme les autres syndromes myéloprolifératifs, la leucémie myéloïde chronique peut se compliquer d'une hyperuricémie qui est liée à l'hyperprolifération et donc il y a production de beaucoup de déchets, dont beaucoup d'acide urique. Cet excès d'acide urique peut provoquer des crises de gouttes et éventuellement se compliquer d'insuffisance rénale. Et puis, de façon moins prévalente, beaucoup moins prévalente que dans les autres syndromes myéloprolifératifs, on peut voir une petite augmentation de la fréquence des thromboses. Quelles sont les complications possibles de la splénomégalie? Alors, comme dans toutes les splénomégalies tumorales, il peut y avoir des ruptures de rate, c'est-à-dire la capsule de la rate finit par se rompre du fait de la volumineuse splénomégalie, mais ça c'est plutôt dans les cas où la prolifération est extrêmement agressive. Il peut y avoir des thrombopénies liées à la séquestration splénique des plaquettes. Et quand les rates sont très volumineuses, il peut y avoir aussi un retentissement sur le tube digestif avec des patients qui sont anorexiques puisque l'estomac est comprimé et que dès que ces patients ingèrent quelques aliments, ils ont un sentiment de satiété trop précoce et donc ça peut entraîner une anorexie et un amaigrissement par diminution des apports. La 8e question, je vous demandais quel est actuellement le traitement de référence dans cette pathologie, parce que pour un hématologue, c'est impossible de ne pas vous poser cette question, puisque c'est le grand succès de l'hématologie et de l'oncologie des années 2000. Donc le traitement de référence, c'est le Glivec ou imatinib. Donc sur cette iconographie, je vous présente la protéine de fusion BCR-Abelson avec ici son domaine catalytique où se fixe l'ATP. Et le Glivec va venir interagir avec ce domaine catalytique et empêcher la fixation de l'ATP et empêcher ainsi l'activité kinase de BCR-Abelson. Et depuis l'avènement de ce traitement, je vous ai mis ici les courbes de survie des patients qui ont une LMC en fonction des années. La courbe bleue, c'était dans les années 50-60. La courbe rouge, c'était dans les années 90-2000. Ouais. Et la courbe noire tout en haut qui ne décroche pas, c'est depuis l'avènement du Glivec. Et donc vous voyez que depuis l'avènement du Glivec, la survie des patients est quasiment de 100%, ce qui est un résultat absolument extraordinaire dans le traitement d'un cancer, un résultat qui a rarement été obtenu. Il y a désormais des inhibiteurs de BCR-Abelson de deuxième génération qui s'appellent le dasatinib et le nilotinib, qui sont prescrits, mais qui n'ont pas encore démontré de bénéfice en termes de survie par rapport au Glivec. Et on comprend que pour démontrer un bénéfice de survie, quand un traitement fait quasiment 100% de survivants, ça ne va pas être évident. Et donc actuellement, le Glivec reste le traitement de référence de première intention de cette maladie. Donc la leucémie myéloïde chronique en tant que telle ne figure pas dans le programme de l'ECN. Vous avez la question syndrome myéloprolifératif, maladie de Vaquez. Vous avez
donc dans laquelle il n'y a pas la leucémie myéloïde chronique. Mais par contre, cette maladie représente un tel succès thérapeutique et qui repose sur une compréhension vraiment détaillée du mécanisme de la physiopathologie. Elle représente un modèle pour toute l'oncologie et je pense qu'il est indispensable que vous ayez quelques notions sur cette maladie, au moins celles qui sont présentées dans ce dossier.